Bonjour, merci à Logeo pour l'invitation. Donc moi, je dirige le bureau d'études ECO, qui a une entité aussi de recherche qui s'appelle Ecolab. Donc on est installé près de Rouen depuis 23 ans, 14 personnes, plusieurs métiers, dont l'économie de la construction et l'ingénierie environnementale. Et quand on est ingénierie environnementale, on collectionne les tampons. Donc on a plein de tampons. Et je participe aussi au réseau de la frugalité heureuse et créative. Frugalité qui résonne beaucoup avec ce qui a été vu au tout début, c'est-à-dire soyons sobres, soyons inventifs, économisons les matériaux, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc moi, j'avais envie de vous partager une méthode pour calculer l'ACV dans la réhabilitation qui va s'inspirer de certains éléments qui ont été dits, mais qui ne va pas reprendre la méthode RE 2020. La méthode RE 2020, c'est une méthode d'ACV qui a été modifiée pour favoriser les matériaux, notamment les biosourcés, pour faire clair. Donc c'est ce qu'on appelle l'ACV dynamique. Donc ce n'est pas la vraie méthode de l'ACV qui existe depuis des années, qui a été testée dans le plus c'est moins. En RE 2020, il y a eu un effet un peu de biais pour favoriser encore plus certains matériaux. Et en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai appris à faire l'ACV de l'AREA. On a évoqué l'analyse du cycle de vie pour que vous compreniez bien. Lorsqu'on récupère une donnée environnementale d'un matériau, on a la capacité d'identifier chacune des étapes de ce cycle de vie. Donc, la production du matériau avec les matières premières, la mise en œuvre dans la construction, son utilisation, sa maintenance et la fin de vie. Donc ça, quand on fait une ACV, on a les moyens de retrouver ces infos-là de manière très détaillée, ce qui va nous servir ensuite lorsqu'on va être en mode REA. Donc la méthode que moi j'ai appris, c'est la méthode Alliance HQE, qui a été un peu évoquée. Vous vous souvenez de la démarche HQE? Elle est toujours en vigueur. Et elle a imaginé, il y a assez longtemps maintenant, une méthode qui s'inspire du plus c'est moins, donc l'ACV classique qu'on a appris avant de passer en RE 2020. Donc le principe de cette méthode, c'est d'abord, quand on arrive sur un bâtiment, de retracer son historique. Quel âge il a, quels sont les travaux qui ont été faits depuis sa livraison, de dresser un inventaire de tous les matériaux présents dans le bâtiment. Donc c'est un peu long, mais bon, quand vous faites un diag PEMD, vous faites aussi un inventaire, donc il y a peut-être des processus à retrouver entre ces deux approches. On fait un inventaire, et dans cet inventaire, on va essayer d'identifier l'âge de chacun des matériaux. On va bien sûr faire tout ce qui est calcul énergétique. Donc là, il est évoqué les calculs réglementaires, y compris en méthode DPE, voire des simulations thermiques dynamiques si on veut bien travailler sur la résilience des bâtiments. Et puis on va ajouter 2 postes qui existent aussi en RE 2020 dans la CV, c'est-à-dire estimer globalement la consommation de l'eau et l'impact du chantier pour rajouter aux matériaux, à l'énergie, ces petits impacts carbone. Bien sûr, tous les matériaux qu'on va prendre en neuf pour rénover, on va les quantifier en termes de carbone. Ça, c'est simple. On commence à avoir l'habitude maintenant. Tous les matériaux qui sont conservés, on va les identifier aussi et on va les intégrer dans le bilan. Et également tous les produits qu'on va déposer. Et après, le travail préalable à la CV, ça va être de regarder ce qu'on appelle l'amortissement des matériaux conservés ou déposés. Je vais vous expliquer. Dans cette méthode, on considère que tous les matériaux qui sont là depuis plus de 50 ans
ont amorti leur poids carbone. Pourquoi 50 ans? D'abord, c'est le bel âge. Et c'est parce que c'est la durée d'étude d'une ACV en RE 2020, en E+, C-, voilà. C'est comme ça. C'est conventionnel. Donc tout ce qui est là depuis de 50 ans, dans le bâtiment, hop, le bilan carbone est considéré à 0, il a été amorti. Donc ça, c'est... Voilà. Donc après 50 ans, tous les produits qui sont là depuis 50 ans, bilan carbone à 0. Et bien sûr, tous les produits qui ne sont pas là depuis 50 ans, on va regarder leur durée de vie, identifier depuis quand ils sont là, et considérer que si par exemple cette moquette a été installée il y a 10 ans, qu'elle a une durée de vie de 15 ans, à l'heure où je fais ma rénovation, il me reste 5 ans de durée de vie de cette moquette qui n'est pas encore amortie en poids carbone. Donc si je conserve cette moquette, ou même si je la dépose, j'ai 5 ans, donc un tiers, 5 ans sur 15, un tiers de poids carbone de la moquette existante que je dois comptabiliser. Et je vais faire ça. Je vois les têtes qui hochent, ça me fait plaisir. Donc c'est facile la moquette. Et donc même que je la garde ou que je la dépose, je dois prendre le poids carbone résiduel de cette moquette et l'intégrer dans mon bilan. Et donc c'est ce qu'on appelle le poids carbone résiduel avec la durée de vie résiduelle, où je trouve la durée de vie dans les données carbone que j'utilise pour faire mes bilans. Donc sur la base INIES, INIES.fr. Donc je vais trouver ces durées de vie, je vais avoir un beau tableau, les matériaux, leur quantité, depuis quand ils sont là, la durée de vie, hop, je dois amortir une durée de vie résiduelle. Un petit schéma qui explique ce que je viens de dire sur le principe de trouver la durée de vie résiduelle qui me reste à amortir. Je vais vous montrer un exemple rapide. Après, bien sûr, on fait l'étude énergétique. Donc là, il y avait une question des chaudières gaz ou des cuisinières gaz. Pour l'instant, l'étude énergétique, elle se base sur le périmètre des études classiques. C'est-à-dire qu'on exclut les modes de cuisson, on regarde que chauffage, ventilation, éclairage, ainsi de suite. Sur l'aspect eau, ça peut paraître infime, et effectivement, ce n'est pas un gros poste, mais dans la RE 2020, on a un poids carbone de la consommation d'eau du bâtiment dans le futur. Dans ma méthode E+, C-, de la REA, c'est la même chose. On a un petit poste, consommation d'eau. Et pareil, sur le chantier, on prend en compte un petit impact de la phase chantier, l'installation de chantier, l'utilisation de grues, voilà. C'est des données très théoriques et forfaitaires, mais elles sont prises en compte, comme dans la RE 2020. Voilà ce que ça peut donner sur un projet, donc un bâtiment de logement pour un bailleur que l'on a réhabilité. Donc c'est pour le bailleur Séminor et c'est à Valmont près de Fécamp. Donc 22 logements en 2 bâtiments où on a fait des travaux évidemment de rénovation, d'isolation par l'extérieur. Pas avec un bon isolant PSE. Bon, je sais. Isolation, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Isolation des combles en watts, isolation de toiture terrasse, isolation des planchers bas qui étaient surélevés, donc on a pu les isoler, remplacement des fenêtres. Et puis un travail sur les fluides où en fait on était déjà en radiateur électrique, donc on les a changés. Donc, ce qui était intéressant dans cet exemple, c'est qu'on n'a pas changé le vecteur énergétique, qui était déjà faiblement carboné. On est passé en chauffe-eau thermodynamique pour la production d'eau chaude sanitaire et remplacé la ventilation. Dans cet exemple, le bâtiment avait plus de 50 ans, donc beaucoup de choses étaient déjà amorties dans notre bilan.
Donc il nous a resté à identifier certains éléments qui avaient été changés entre deux dans le cours des travaux. Donc des éléments qui avaient été amortis, d'autres qui restaient à amortir. Donc je vous l'ai fait en manière simplifiée, sous forme d'un tableau Excel beaucoup plus complexe, mais c'est un peu le calcul que je vous ai expliqué, l'identification des éléments amortis ou non amortis. Voilà, on fait la liste de tout. Je précise que vous avez compris que cette rénovation est très portée sur l'énergétique. Et c'est là-dessus où il y a une difficulté. C'est ici une rénovation énergétique. On ne rentre pas dans les logements ou très peu. D'autres rénovations vont refaire des salles de bain, tout ça, et on est sur d'autres périmètres de travaux. Là, on n'est que sur l'énergétique. Et donc, une fois qu'on a fait identifier est-ce que je dois amortir ou pas, on va calculer entre le poids théorique, par exemple, du garde-corps, et ce qui me reste à amortir, je vais prendre telle valeur dans mon bilan carbone. Donc ça, c'est issu du tableur de comparaison entre la durée de vie théorique, la durée de vie résiduelle, et donc le poids carbone résiduel que je dois prendre en compte. Après, c'est simple. Une fois qu'on a fait ça, on fait une ACV. Une ACV, c'est assez simple. C'est un listing de matériaux, des données qu'on appelle F2S ou PEP, issues de la base IGNES, un taux de renouvellement du produit. Vu que je fais une étude sur 50 ans, si je mets un élément qui a une durée de vie de 20 ans, je vais devoir le remplacer. Donc, j'en tiens compte dans mon bilan carbone. Une précision auquel je tiens, c'est que la méthode doit fonctionner sous une forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'au début de la conception, on doit prendre des valeurs un peu globales et non pas simplement des fiches de chaque produit hyper précises. En conception, je ne sais pas forcément si l'isolant qui va arriver sur le chantier sera de telle marque ou de telle marque. Donc nous, volontairement, on prend des valeurs globales, donc on appelle des valeurs par défaut collectives, et au fur et à mesure de l'avancement dans le projet, on va remplacer ces valeurs globales par des valeurs de l'industriel qui fournira le matériau sur le chantier. Voilà. C'est en passage un petit point méthodologique qui, à mon avis, est sain. Si je commence à choisir tous les produits en amont, déjà, je bloque le chantier et éventuellement, même, j'amène des surcoûts en prenant tous les meilleurs produits. On va peut-être pas avoir le bon objectif. Donc, je préfère fonctionner comme ça, dire à mon maître d'ouvrage, voilà le bilan carbone, mais je sais que je vais l'améliorer et qu'à la fin, il y aura encore des meilleurs résultats. Bref. Je lance mon bilan carbone de mon projet et j'obtiens avec ma méthode, des petits chiffres pas faciles à lire, un bilan carbone de tous les produits conservés et ajoutés de l'ordre de 369 kg de CO2 par mètre carré. Avec une répartition de fiches, donc 52% de fiches par défaut, 26% de fiches collectives, très peu de fiches individuelles. C'est ce que j'évoquais. 369, c'est le résultat selon la méthode plus c'est moins, que mon logiciel sait faire, hein, mon logiciel de carbone. Il sait aussi faire la version RE2020. RE2020, on était à 319. Parce que justement, il y avait ce biais-là sur certains matériaux en ACV dynamique qui était baissé. Donc ça, c'est le vrai résultat de l'addition de chaque donnée en face de chaque fiche selon la méthode E plus C-. Ce qui donne pour le projet un total de 434 000 kg de CO2 pour étudier sur 50 ans pour tous les produits qui sont nécessaires à la rénovation, y compris les produits qu'on a conservés ou déposés. En face de ça, on va regarder le bilan énergétique. Donc on passe une étiquette E et un taux. Donc c'est ça l'intérêt du DPE, c'est que vous avez aussi assez rapidement le taux du CO2. Donc là, chaque kilowattheure consommé, chaque mètre carré, pardon,
émet en consommation énergétique 10 kg de CO2. On passe, après rénovation, à 3 kg. Donc on économise 7 kg pour chaque mètre carré par an. 7 kg pour chaque mètre carré fois 50 ans de consommation énergétique. Ça veut dire qu'on économise 400 000 kg de CO2 grâce à l'énergie. Mon bilan carbone projet, mes travaux de rénovation, y compris, encore une fois, ce que j'ai conservé, ce que j'ai remplacé ou déposé, émet 434 000 kg de CO2 sur 50 ans. J'en évite 400 000 grâce à l'énergie. J'ai un super bilan. J'ai un super bilan parce que toute la structure et beaucoup de corps de métier avaient déjà amorti leur poids CO2. Soyons clairs, on est dans l'idéal. Si j'avais construit ce bâtiment en neuf, selon les seuils de la RE 2020, en 2025, la construction aurait émis 1 300 000 kg de CO2 pour les matériaux. Et ce bâtiment neuf, il aurait consommé aussi de l'énergie. La RE 2020 m'autorise à émettre de l'ordre de 474 000 kg de CO2 pour la partie énergétique. Donc on a bien, dans ce cas-là, un trait, ne serait-ce que sur les produits de construction, un gain de 70% entre ce que j'ai émis en réa et ce que j'aurais émis si j'avais fait ce même projet en neuf. Je suis dans une configuration idéale où mon bâtiment était déjà beaucoup amorti, mais ça montre quand même qu'on a une marge de manœuvre très importante, même si je n'avais pas amorti tout le bâtiment. Et je sais que les bailleurs sont incités à faire des rénovations beaucoup plus tôt qu'après 50 ans de vie. Même si je n'amortis pas tout la structure, c'est quand même très favorable. On l'a vu avec les autres exemples. C'est toujours très favorable de réhabiliter par rapport à la construction neuve. C'est d'ailleurs pour ça que les pouvoirs publics nous engagent à réhabiliter. Ils ont fait les mêmes calculs que nous. Voilà pour cet exemple. Juste revenir un peu sur le réemploi. Ça a été dit en RE 2020, le matériau de réemploi est égal à 0 de CO2. Ce n'est pas vrai, parce qu'un matériau de réemploi, il faut le déposer, parfois le préparer, le transformer, puis le reposer. Et c'est là où je vous ai montré le détail de l'ACV d'un produit. À chaque étape, on peut connaître le poids carbone, par exemple, pour installer une porte. Vous vous souvenez là, le graphique au tout début des étapes, on savait quel est le poids carbone de la mise en œuvre d'une porte dans un bâtiment. Et donc, dans ma méthode E plus C- à l'heure actuelle, on ne met pas le réemploi à 0, mais on va comptabiliser le réemploi en fonction des travaux qu'on va devoir faire sur le matériau. Donc c'est toujours plus favorable qu'un matériau neuf, parce qu'on n'a pas construit le matériau neuf, mais on a un petit impact de sa mise en œuvre, puis ensuite de son exploitation et de sa fin de vie qui arrivera. Parce que ce matériau de réemploi, il aura aussi une fin de vie. Voilà, donc on vient venir en détail travailler sur les matériaux de réemploi et là aussi identifier le poids carbone réel lié aux matériaux de réemploi. Il y a eu des études qui ont été faites ici, près de Caen, sur la grande halle de Colombelles, où ils constataient que même avec des travaux de mise en œuvre des matériaux de réemploi, par exemple des radiateurs qu'il fallait repréparer, le gain était à minima de 35%. Entre un matériau neuf et un matériau réemployé, préparé, conditionné et remis en œuvre, à minima, c'est 35% de gain. Et suivant ce que vous faites, il peut y avoir encore plus de gains. Si vous faites peu de transformation de matériaux de réemploi, c'est encore plus de gains, in fine, en CO2 qui est attendu. Donc je ne sais pas si un jour la réglementation nous incitera à avoir une méthode. Celle-ci existe, elle a été éprouvée sur plusieurs
plusieurs projets. Elle est effectivement, à mon sens, assez fine dans son analyse, peu plus fine que la RE 2020 qui nous a amené un peu à simplifier certains aspects, notamment le réemploi. Mais elle existe. Voilà, ça c'est une méthode, ça c'est la suite pour lorsqu'on vient préparer des éléments. Là aussi, on va comptabiliser aussi le poids carbone de l'étape à laquelle on vient travailler. Là, c'était l'exemple d'un parquet. Si on garde un parquet et qu'il faut refaire des travaux dessus, le poncer, tout ça, on a les moyens d'identifier le poids carbone des travaux. En conclusion, moi, ce que je pense, c'est que, et ça a été dit, avec la RE 2020, on est de plus en plus à maîtriser les ACV. Donc, c'est plus tellement un sujet de disposer des logiciels et de comprendre la méthode de l'ACV. Les données existent en nombre. Je crois qu'on a près de 11 000 fiches aujourd'hui accessibles pour faire les bilans. Tous les jours, il y en a entre 10 et 20 qui sortent. La difficulté, c'est plutôt les mises à jour de ces données en permanence plutôt que la quantité. Donc, ce que vous avez eu comme conclusion à l'époque, aujourd'hui, c'est plus du tout le même principe. On a beaucoup de fiches, y compris dans les lots fluides. La méthode qu'on utilise, c'est la méthode pour l'AREA E plus C- Alliance HQE INIES que je viens de vous présenter. C'est quand même intéressant et pertinent, et on ne le fait pas assez, je dois le reconnaître, de regarder aussi l'AREA. C'est encore plus pertinent, à mon avis, que le neuf, de regarder la performance carbone des réhabilitations, parce que c'est vraiment ce qui est recherché en premier lieu quand vous réhabilitez. Après, il y a le gain pour l'énergétique pour les locataires, puis le gain de confort. Mais c'est très intéressant. Et donc, je me permets de dire ce que vous pourriez dire, c'est-à-dire, on n'a pas répété. Hein. Mais effectivement, à la réflexion, il pourrait y avoir une partie des aides que vous recevez qui serait fléchée sur cet indicateur bas carbone. Là, dans mon exemple, on est au top. On n'a fait que l'énergétique. On a un bâtiment déjà amorti, donc une réno carbone super performante. On peut avoir d'autres cas de figure, mais ça me semblerait assez pertinent qu'il y ait cette réflexion autour du poids carbone pour les financements. Voilà, merci. Je vous ai vu hocher les têtes, mais est-ce que vous avez des questions? Par rapport à quoi? Si vous faites, vous avez vu, à un moment donné, vous avez dit, avec la RE 2020, au lieu de 369 kg CO2 par mètre carré, on arrive à 319. Avec le calcul, oui. Ce qui veut dire 10-15% en moins. La CV dynamique, oui. Donc finalement, on retrouve, si on appliquait le calcul RE 2020, là, on serait dans le négatif. Oui, tout à fait. Mais c'est la CV dynamique. Bon, mais on pourrait. Mais c'est un mode de calcul qui est moins mathématique que la méthode de plus c'est moins. Tout à fait. Et je ne sais plus, oui, c'est 50 ans. 50 ans, oui, les schémas d'études aujourd'hui, on prend en compte 50 ans d'études sans compter les rénovations qui arriveront ensuite. C'est le cas sur les bâtiments neufs aussi. Hein. C'est la règle de calcul. Bon. Juste pour rebondir par rapport au TRC, effectivement, là, c'est justement un exemple, un contre-exemple, comme quoi le TRC, c'est pas un indicateur pertinent dans ce... Enfin, pas le seul indicateur à prendre en compte, parce que là, si on regarde les deux scénarios, on regarde qu'est-ce qui aurait été fait si on n'avait pas fait la rénovation, et on l'aurait déconstruit et reconstruit. Et là, d'un point de vue carbone, sur tout le cycle de vie, du coup 50 ans, ça aurait été beaucoup moins intéressant. Donc c'est pour ça que le TRC doit être aussi complété avec cette analyse sur tout le cycle de vie qui est montrée ici, pour bien montrer que là, il y a un intérêt carbone, mais un intérêt carbone sur tout le cycle de vie, et le retour sur investissement carbone, effectivement, est plus important. Et ça va être le cas quand même généralement sur vos réhabilitations, sur des projets avec de base sur des vecteurs énergétiques et électriques. Que le gain carbone énergétique est moins important, mais c'est pas le premier enjeu.
Merci. Du coup, concernant la valeur résiduelle en carbone, j'ai remarqué sur l'exemple qu'ils étaient tous à 10% de la valeur initiale. Ça veut dire qu'ils avaient tous atteint 90% de leur durée de vie, c'est ça? En fait, ils n'ont pas tous la même durée de vie. Et donc, on considérait, en fonction des informations qu'on a pu recueillir, qu'ils restaient tous à peu près effectivement le même temps. 10%, ok. Après, c'est une des difficultés, c'est de recueillir les bonnes informations. Auprès même des bailleurs qui suivent leurs travaux, c'est parfois difficile de voir avec certitude. Voilà, donc on prend des hypothèses. Au final, c'est important d'intégrer ces matériaux-là. Bon, ils ont pas, c'est pas eux qui font le plus forte part de l'impact carbone d'une rénovation. Achille. Non, mais le DIAC, il n'a aucun poids là-dessus. De quoi? Le DIAC, ton diagnostic. C'est-à-dire que là, par exemple, un essantage, je vois durée de vie 100 ans. Tu arrives sur ton site, l'essantage il est complètement pourri. Tu ne peux pas individualiser, en fonction de la situation, de dire, bah là, clairement, l'essantage, au contraire, il est en fin de vie et il ne devrait pas rentrer sur... Mais, ou alors, c'est parce que le poids... Oui, non, parce que tu dis, le poids qui a été fait au début représente 100 ans. Enfin, tu vois, là, il y a un truc qui me semble étonnant sur la manière d'apprécier en fait un projet de réhabilitation. Le diagnostic, tu l'as dit, c'est le moment le plus important, c'est là où tu vas mettre les curseurs, tu vas dire, bah là, il faudrait aller vers ça, c'est même là où tu peux bouger un peu le programme parce que tu découvres d'autres choses, et tout d'un coup, on s'aperçoit que les fiches et les éléments qui te donnent les durées de vie, c'est des trucs un peu sortis du chapeau, enfin, je sais pas, quelque chose... Enfin, sortis du chapeau. Non. Voilà, c'est fiché. On est fiché. Mais il y a quelque chose, tu vois, que je trouve étonnant là-dedans sur le poids du diagnostic qu'on va faire ensemble et qu'on va présenter à notre maître d'ouvrage. Par exemple, l'essantage ou n'importe quoi, un matériau qui a été extrait il y a 50 ans avec des tracteurs, des appareils au fioul et tout ça, ça a consommé beaucoup de CO2, alors qu'aujourd'hui, le même matériau extrait aujourd'hui consomme beaucoup moins. Enfin, est-ce que c'est pris en compte, ça? Alors, non, mais très bien. Aujourd'hui, on utilise les fiches actuelles des matériaux neufs équivalents pour identifier le poids carbone des matériaux anciens. Ça, c'est clair. Mais c'est pareil en RE 2020. Si on applique la RE 2020 à une REA, on utilise aussi les fiches actuelles et non pas les fiches qui n'existaient pas il y a 50 ans. Donc, c'est un biais accepté dans le méthode de calcul. Et plus il y aura de fiches sur la base Ignace, plus vous utiliserez des bonnes fiches de matériaux construits avec les normes d'aujourd'hui. Donc ce biais va s'accentuer. Si les industriels font tous des efforts, demain le bardage aura moins d'impact carbone qu'aujourd'hui et qu'il y a 5 ans. Après Achille, oui, c'est une méthode de calcul qui prend en compte uniquement la durée de vie des matériaux et non pas leur état réel, où tu voudrais peut-être amortir ou dégrader un peu le poids carbone. Par exemple, l'entretien, c'est quelque chose dont on parle énormément et j'ai l'impression qu'il est présent, mais il est vraiment presque dilué, alors qu'un bâtiment bien entretenu, et ben, tout d'un coup, ses objectifs et ses durées de vie, elles vont être complètement bouleversées, quoi. Et alors peut-être que c'est pris en compte dans la fiche. Le bâtiment bien entretenu, peut-être qu'il posera la question de dire, mais est-ce que je remplace cet élément ou je le conserve? Parce que la première étape du réemploi, c'est avant qu'on invente le mot réemploi, c'est d'abord de savoir conserver les éléments en place, voire les déposer, réisoler et remettre l'élément. Ça, c'est tout à fait faisable. Et ça sera valorisé dans cette méthode où tout l'élément qu'on ne vient pas rajouter, on ne prendra que l'impact réel de sa dépose et sa repose. C'est bon? Pas d'autres questions? Merci. Merci beaucoup, Sylvain.